Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce quatrième épisode de Java. On va regarder ensemble comment utiliser les types de données, ou en tout cas découvrir les types de données que propose ce langage, et voir à quoi cela peut nous servir. En programmation, on va avoir très souvent besoin de représenter des données, c'est-à-dire, humainement parlant, on peut avoir par exemple le nom d'une personne, on va pouvoir représenter pourquoi pas son âge, ok. On peut représenter aussi une valeur numérique, pour un calcul, pour n'importe quoi, une formule ou quelque quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que font nos ordinateurs, hein, ils ne font que des calculs finalement. Donc on retrouve tout cela. Et également d'autres représentations qu'on peut avoir. Donc là, on va avoir des représentations pardon, un petit peu plus, on va dire, basiques, ok, standard. Et on peut aussi avoir ensuite des représentations, par exemple, à représenter la fenêtre d'une application graphique. Là, on est sur quelque chose de particulier, une requête HTTP, quand on fait du web, par exemple, etc., etc. Même pourquoi pas une liste chaînée, donc avec voilà, des éléments, etc. On va retrouver comme ça ces différentes choses. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en programmation, donc, on va avoir besoin de types pour pouvoir représenter ces données-là, ok. Et par la suite, on verra un peu plus tard, on verra comment également manipuler un petit peu ces données, parce que c'est le principe en programmation d'avoir des applications sur lesquelles on peut faire de la manipulation de données. On verra même un peu plus tard comment créer nos propres types de données. Grâce à des concepts comme les classes parmi d'autres en programmation orientée objet, on aura tout un tas d'outils pour pouvoir créer nos propres types et avoir en fait des éléments qui sont précisément ce dont nous avons besoin au niveau des applications que nous allons écrire. Au niveau de Java, on va voir ensemble un petit peu justement cette particularité-là dans cette vidéo, parce que c'est un peu particulier justement pour la suite, et on va en aborder d'autres. Et on appelle cela les types primitifs. Ok, on retrouve ces types primitifs au nombre de 8. Ils sont ici, je vous ai fait un petit tableau pour les représenter. Et ce sont ceux que je vais vous présenter dans cet épisode. Ok, alors à cela vont s'ajouter, notamment pour représenter bien, plein de types un peu particuliers, ce qu'on appelle des types références. Les types références, il y en a, parce que c'est un petit peu tout ce qui constitue le langage finalement, il y en a des milliers, littéralement des milliers, des milliers. On va bien sûr en aborder beaucoup, beaucoup d'entre eux au niveau de ce cours, mais comprenez que le langage voilà, regorge de classes d'interface notamment, donc ce sont les deux concepts qu'on verra plus tard, qui regroupent un petit peu ça, avec vraiment des milliers de types de données différents pour manipuler différents types de choses également. Donc on abordera tout ça un petit peu plus tard. Ok, on va revenir sur ce tableau, parce que c'est ça qui va être très important par rapport à ce que nous avons ici. Là, vous avez donc les types primitifs qui sont donc finalement les types les plus efficaces et les plus performants dans le langage. Ici, on ne va pas travailler avec des objets, comme on le verra un peu plus tard. Donc c'est ce qu'on va voir de plus direct au niveau mémoire et au niveau utilisation pour représenter finalement les données, j'ai envie de dire les plus basiques d'une certaine manière, les données les plus primitives encore une fois, et qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour former d'autres types ou pour obtenir un petit peu et manipuler les données que nous voulons. D'accord. Donc ce sont finalement, comme vous le voyez rapidement, dans les représentations, donc booléen, je vais en parler de toute façon, caractères donc pour constituer notamment des mots, simplement des choses textuelles, des nombres entiers, des nombres à virgule flottantes, donc avec des valeurs décimales. Donc on retrouve des types de données, finalement de données qu'on va manipuler très souvent, qui vont être très utilisées en informatique. Globalement, alors l'avantage c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, comme vous voyez, si vous programmez dans d'autres langages d'ailleurs peut-être, vous remarquerez qu'effectivement il y a très peu de types primitifs comparé à plein d'autres langages qui en ont beaucoup plus, mais on a vraiment l'essentiel par rapport à ce dont nous avons besoin. On va parler du premier, parce que c'est, si vous ne faites pas de programmation ou si vous n'avez pas suivi certains cursus bien particuliers, vous ne connaissez pas forcément cela, ce type-là, qui est de quoi représenter un booléen. Le booléen, il faut le voir comme un interrupteur, c'est un switch. Il peut prendre deux valeurs, vrai, faux, oui, non, 0, 1, etc. Le 1 est associé à true et le 0 est associé à false, par convention. Donc on a comme ça fonctionne de toute façon dans tous les langages de programmation. Sa taille en mémoire est variable, ça c'est juste un petit indicateur, juste pour savoir, puisque ça va dépendre de la machine virtuelle. Donc il n'a pas forcément de taille précise, ça peut être un octet, ça peut être 4, voilà, ça peut changer selon la machine virtuelle et ça dépend finalement de celle-ci par rapport à ça. Donc on utilisera le type qui s'appelle bool, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va le marquer littéralement comme ceci au niveau du code. Quand on va l'utiliser plus tard, mais on verra ça dans un prochain épisode, où on va indiquer qu'on va vouloir travailler avec une donnée qui pourra en tout cas accepter ce type de données. Et on va l'écrire tel quel, et ensuite on verra d'autres mécanismes un peu plus tard dans les différents épisodes pour voir comment utiliser au niveau syntaxique ces types de données pour pouvoir manipuler justement ces données. Donc nous avons cet exemple-là. Ça c'était peut-être le moins parlant parce qu'encore une fois, même si on utilise le concept de booléen, de binarité, un oui, non, etc. dans la vie de tous les jours, le fait de le formaliser ici en programmation, c'est pas forcément évident et tout le monde ne connaît pas forcément cela. Là, on va être sur des choses qui vont beaucoup plus parler pour le reste. Nous avons le char, qui est tout simplement de quoi représenter un caractère.
Donc un caractère, je vous ai mis quelques valeurs possibles. Vous voyez par exemple, A majuscule c'est un caractère, le K minuscule. Et ici, il accepte également des petits nombres, de moins 128 à 127, donc un peu comme celui-ci notamment, on verra. Donc il peut accepter ça éventuellement. Et des valeurs Unicode. Voilà, on peut noter une valeur Unicode, si vous savez ce que c'est. Et voici la taille que ça occupe en mémoire. Pareil, ça c'est pour information par rapport à ça. Au niveau des nombres entiers, nous avons 4 types, et comme vous voyez, ce qui les différencie, c'est effectivement l'occupation mémoire que ça peut avoir, et donc la fourchette de valeurs qu'il est possible de mémoriser avec ce type-là. Donc là, vous comprenez qu'avec le type byte, par exemple, vous ne pourriez pas stocker une valeur supérieure à 127 ou inférieure strictement à moins 128. Donc on travaillera avec des valeurs plus grandes. Et là, je vous ai mis carrément des valeurs en puissance, puisqu'on arrive ensuite avec des valeurs assez grandes, comme elles sont adressables sur 32 bits ou 64 bits selon. Donc on verra un petit peu tout ça. Enfin, les nombres à virgule flottantes, donc ce qu'on pourrait appeler par abus ou pour avoir un raccourci, tout ce qui est en fait valeur décimale, donc avec une partie entière et une partie décimale, pardon. Et la valeur, la séparation entre les deux est représentée par le point, pas la virgule. Donc en informatique, dans quasiment tous les langages, c'est le point qui fait la séparation. Donc float, double, selon, donc 32 64 bits. Celui-ci est appelé le type à simple précision, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près une précision d'environ 7 chiffres au niveau des décimales, là où le double va être autour de 15. Ce sont des à peu près, d'accord, c'est pas parfaitement exact, c'est environ 7 pour float, donc généralement le type simple précision, et double, qui porte bien son nom, c'est le type double précision, et on est plutôt à environ 15. Vous remarquerez pour certains d'entre eux qu'il y a également des suffixes, donc ce sont au niveau des valeurs qu'on va noter. On ne va pas encore créer encore une fois des données ou déclarer des choses de ce type-là, mais si on veut noter les valeurs brutes, telles qu'on les aura, si je veux noter par exemple un flottant, ici, donc de ce type-là, au niveau de la notation que j'aurai, par exemple si je veux noter pour une approximation de pi, je vais noter 3.14 et je rajouterai le suffixe juste après, ici, pour indiquer, en fait, pour éviter toute ambiguïté au niveau de la compilation, mais indiquer que nous avons bien une valeur de ce type-là. Sinon, par défaut, si vous faites ceci, ce sera considéré comme un double. Alors j'ai mis qu'il y avait ce suffixe-là, mais il n'est pas obligatoire. En fait, il est implicite, parce que le compilateur sait que si vous mettez ce suffixe, c'est donc ce type-là. Si vous ne le mettez pas, c'est le seul qui reste anti-primitif, donc c'est forcément celui-ci. Pareil ici, selon la valeur que vous mettez, évidemment, le compilateur saura éventuellement quel type utiliser. D'ailleurs, il va souvent faire des promotions. Donc par exemple, si vous utilisez ce type-là, la plupart du temps, le compilateur va promouvoir la donnée vers le type int, qui est le plus, on va dire, courant. Et par contre, si vous voulez précisément utiliser ce type-là pour avoir des valeurs vraiment plus grandes, vous mettez le petit suffixe L minuscule ou L majuscule, parce que vous voyez que ça occupe pas la même place en mémoire, donc ça accepte des valeurs beaucoup plus grandes. Donc très simple en usage, voilà, en soi. Pour un booléen, ce sera ça. Pour un caractère, ça va être ça. Pour des valeurs flottantes, tout dépend de la précision que vous voulez, si c'est important ou pas. Et au niveau de ces valeurs-là, vous allez principalement utiliser le int dans tous les cas. Ça, c'est pour des manipulations particulières, le by, donc pas ici. Le short, c'est quand même plus rare, parce qu'encore une fois, le compilateur va faire des optimisations ou autres. Et le long, c'est quand on veut une valeur entière qui ne passerait pas tout simplement dans les autres types, qui serait beaucoup trop grande pour être manipulée via d'autres types de données. Donc globalement, c'est comme ça que ça va être représenté. Il n'y a pas grand-chose de compliqué ici. Alors je ne vous montrerai pas d'exemple de code pour cette vidéo, parce qu'on va avoir l'occasion très vite, dès le prochain épisode, de voir comment manipuler ces données. Et j'en profiterai à ce moment-là pour vous montrer quelques exemples au niveau du code source de l'application qu'on a prise finalement pour référence. Par contre, ce que je vais pouvoir montrer aussi, puisque là je vous ai montré les types primitifs, c'est bien, c'est quelques écritures différentes pour des valeurs brutes, par rapport à ce que nous avons. On a vu au niveau des suffixes, pas de problème, mais il y a d'autres choses qui peuvent être notées aussi. Et on va également parler de séparateurs, etc. Donc voilà quelques formats possibles. Je vais le noter on va le noter en commentaire ici. Encore une fois, c'est pas du code qu'on va compiler, parce qu'on n'est pas encore allé assez loin pour le moment. Mais globalement, par rapport à ce que nous avons, on va pouvoir présenter les choses telles quelles. Quand on veut une valeur décimale, donc en base 10, vous voulez donner un nombre, c'est ce qu'on utilise au niveau des mathématiques, ce qu'on utilise au quotidien, voilà. Je note 16, c'est 16 en décimale, on ne le dit pas forcément, c'est implicite, et on comprend bien en tout cas comment c'est représenté. Vous avez remarqué que pour une valeur positive, je l'ai montré sur cette valeur, on n'a pas besoin de mettre le plus. J'ai envie de dire comme ce que l'on écrit généralement en mathématiques, c'est rare que pour dire 16, on écrive plus 16. Par contre, pour une valeur négative, on utilise généralement le symbole, le signe qui va bien. Donc là, vous utilisez le moins et vous avez une valeur négative. Donc ça fonctionne tel quel ici. Maintenant, si je veux représenter une valeur binaire, donc ici, ou une valeur octale, donc d'autres bases, qui sont les bases finalement les plus utilisées. Alors il y en a d'autres, encore une fois, base 36 pour, par exemple, ou base 60 pour les heures, voilà, les minutes, etc. 60 secondes fait une minute, 60 secondes fait une heure.
On a voilà, comme ça différentes bases ici. Si vous le notez tel quel, vous avez une valeur décimale, on le sait bien. Si je veux noter une valeur binaire, vous le ferez précéder non pas d'un suffixe, d'accord, parce que ça précède donc d'un préfixe, qui est le 0 et le b. Et à partir de là, le compilateur reconnaîtra que derrière, nous avons une valeur binaire. Donc je peux noter 1, 0, 1, 1, quelque chose comme ça. Au niveau de l'octal, c'est juste 1, 0, et je peux noter une valeur octale, par exemple un système de permission 755. Et au niveau hexadécimal, c'est 0x. D'accord. Pareil, des fois on peut mettre majuscule, minuscule, selon les termes, mais voilà, ça ira très bien d'écrire comme ça. Et là, évidemment, vous pouvez marquer une valeur en hexadécimal, il n'y a pas de problème. Minuscule, majuscule, pareil. On peut noter, il n'y a pas de problème de l'un ou de l'autre. Vous qui voyez comment vous écrivez ici au niveau du format. Le plus important, c'est le préfixe, pour pouvoir, au niveau du compilateur, faire la distinction de base numérique au niveau de la valeur que l'on note ici. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces notations-là. Bon, pour le booléen, c'est true, false, ok, pas de changement par rapport à ça, donc pas de différence. On va pouvoir aussi utiliser un séparateur, quelles que soient les valeurs. Le séparateur, donc des séparateurs des milliers notamment, ou pour séparer certains ensembles, va être très pratique. C'est-à-dire qu'au lieu de noter une valeur décimale, par exemple, comme ceci, qui, à la longue, si on commence à faire ça, on n'obtient pas, vous voyez, forcément quelque chose qui est très lisible. Donc vous pouvez utiliser le tiré du bas comme séparateur, ici. D'accord. Et là, pareil, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Donc on peut utiliser des séparateurs, c'est pas obligatoire, mais ça peut rendre votre code plus lisible. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Tous les langages de programmation ne proposent pas ce genre de petite syntaxe. Donc c'est bien de savoir qu'en Java, vous pouvez l'utiliser. Ça peut être quand même très pratique pour rendre tout ça un peu plus clair, en tout cas. Dernière chose que je peux vous montrer, également en termes de suffixe, c'est pour les valeurs exponentielles. On utilise très souvent ça aussi. Donc par exemple, si je veux noter donc 1.23, je vais noter même une valeur au hasard, hein, même 1.16, et noter une puissance. On va utiliser tout simplement le symbole E, E minuscule ou E majuscule. Et par exemple, puissance moins 4, et là si c'est un flottant, je vais noter ça comme ça. Donc là je sais que j'ai une valeur de ce type-là. Ok. Si je le mets tel quel, ça devient un double, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous pouvez utiliser le E, voilà, pour le symbole d'exposant finalement, c'est ce qui représente l'exposant, E minuscule ou E majuscule, et ça fait partie des autres suffixes qu'on a comme ça, pour quelques représentations au niveau des valeurs. Et je pense qu'on aura fait le tour. On a bien sûr d'autres choses qu'on verra plus tard, mais par rapport à ce que je voulais vous montrer ici au niveau des données numériques, on a normalement ce qu'il vous faut. Ça, je vous l'ai dit effectivement que c'était comment dire, c'était facultatif. Généralement pour le double, on ne le met pas, mais si vous le mettez, c'est pas grave du tout. Vraiment, le plus important, c'est cela. Voilà. Pour le type long et le type float, il faut les mettre évidemment. Et bien sûr, suivant la base numérique pour vos valeurs, de mettre le bon préfixe. Sinon, vous aurez également quelques petits problèmes pour la suite. Voilà. Et on a fait comme ça un petit peu le point sur cet épisode concernant les types de données primitives. Encore une fois, on n'a pas abordé tous les types déjà parce que impossible de tout aborder. Mais vous l'avez bien compris au niveau du cours, tout ce qui est type référence, on va avoir beaucoup de classes et d'interfaces notamment. Ça va être tout le sujet en fait. Au niveau des différents épisodes, on va faire que ça par la suite, de découvrir plein de choses qu'on peut utiliser en Java qui sont donc déjà existantes, qui sont déjà présentes dans le langage et qui pourront être utilisées directement. Donc on aura vraiment tout ce qu'il nous faut. Voilà. Pour le prochain épisode, nous allons aborder, je vous le dis maintenant, on va aborder le concept de variable, un des premiers, comme je fais dans toutes les playlists de langage de programmation de la chaîne. Donc c'est un des premiers concepts de programmation, qui font partie des choses essentielles à connaître. Et c'est justement ce concept-là qui va nous permettre, maintenant que nous savons un petit peu ce qu'il en est au niveau des types primitifs en Java, de pouvoir manipuler des données. C'est-à-dire par exemple de créer une donnée qui sera de ce type-là, et ensuite de pouvoir lui affecter une valeur et de manipuler cette valeur tout au long de l'exécution de nos programmes écrits dans ce langage. Donc on verra tout ça bien sûr dans la prochaine vidéo. En attendant, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, il n'y a pas grand chose non plus à retenir ici. Surtout que je vous dis, la plupart du temps, même au niveau des entiers, vous allez utiliser un peu toujours le même type. Donc il n'y aura pas de difficulté par rapport à ça, il n'y a pas besoin de le retenir par cœur. C'est juste pour la curiosité personnelle et de savoir un peu comment les données sont représentées au niveau de ce langage, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de plus de types que ça, c'est pas superflu. Donc au moins c'est assez clair, on sait ce qu'on va manipuler pour la suite. A bientôt pour le prochain épisode.